Alors bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire RSE au cœur du produit. On va discuter aujourd'hui de comment intégrer justement la durabilité au cœur d'un département produit et innovation. Donc, je suis Anne-Laure Lecauzer, je suis consultante RSE et transformation au sein du cabinet Corpo Karma et je suis accompagnée de Rémi Buchon, ingénieur en durabilité des produits. Et ensemble, on va vous partager un cadre méthodologique et aussi et surtout, finalement, les bonnes questions à se poser, les prérequis pour y arriver et les pièges à éviter. Amy, je te laisse te présenter en 1 minute et nous dire ce que fait Nicomatic. Et rapidement, bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Laure. Aujourd'hui, je travaille à Nicomatic en tant que durabilité des produits. Si on pouvait simplement expliquer ce que c'est généralement, on peut avoir la partie RSE générique à Nicomatic. C'est pas péjoratif, c'est nécessaire, mais voilà, qui va s'occuper des aspects bilan carbone, etc., etc., les grands enjeux. J'ai coutume de dire que si on faisait des yaourts ou des voitures, on aurait besoin de ces choses-là. Et moi, sur ma partie, bah, je m'attache à ce qu'on vend, la valeur vendue. Donc là, c'est important, si on vend des yaourts ou des voitures, et de transmettre, entre guillemets, tous ces aspects-là et concrétiser ces aspects durables au sein même du produit. À Nicomatic. Et Nicomatic, ben, c'est une entreprise familiale avec d'énormes enjeux internationaux, une vingtaine d'entités dans le monde. Et on fabrique des micro-connecteurs pour environnement sévère. Si on devait traduire ça tout simplement, vous êtes tous avec un ordi ou un téléphone pas loin de chez pas loin de vous. Vous avez une connexion, par exemple, pour charger votre téléphone. Donc, c'est la partie mécanique qui vient faire la connexion électrique, principalement. Alors, on fait aussi autre chose, hein, d'autres vecteurs, hein, l'optique, etc. Et pour environnement sévère, bah, tout ce qui va être le secteur aéronautique, aérospatial et défense. Voilà, en quelques mots. Merci Rémi. Je vous en prie. Donc au programme aujourd'hui, on va parler intégration fonctionnelle de la RSE dans l'organisation, on va parler alignement stratégique, on va parler des rôles et des responsabilités entre la direction, la RSE, les métiers, on va parler développement des capacités métiers, construction des feuilles de route pour chacun des départements et bien sûr tout ça sur fond d'accompagnement au changement puisque c'est un petit peu le cœur de nos activités aujourd'hui, c'est comment on vient finalement faire évoluer les métiers dans les entreprises. Donc, un petit mot avant de se lancer sur Corpo Karma. Corpo Karma, aujourd'hui, on a un cabinet de conseil et bureau d'études. Donc, on est spécialisé dans la transformation environnementale des industries sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, sur la partie bureau d'études, on va se concentrer véritablement sur le produit et comment justement on vient travailler autour des matériaux, de la chimie, des procédés, finalement l'empreinte du produit, l'empreinte environnementale du produit et combien on intègre ceci dans les stratégies d'éco-conception et la réflexion autour de la circularité, qui est un gros enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Et puis dans les activités de conseil, on va réfléchir finalement sur tout au long de la chaîne de valeur. On va réfléchir d'un point de vue risque, on va réfléchir d'un point de vue double matérialité. On va parler forcément stratégie ESG et climat. On va parler décarbonation du scope 3. Et donc, comme je vous le disais, cet accompagnement au changement, il est lié aux besoins finalement de transformation et de modèle organisationnel, et on en parlera aujourd'hui. Euh, Si on se lance donc dans le sujet du jour, on va faire un rapide point sur le contexte et les enjeux, puis on rentrera tranquillement dans la notion de principe structurant et le déploiement dans les métiers avec l'exemple qu'on vous illustrera aujourd'hui avec Rémi sur le département R&D et innovation. Donc, dans le contexte actuel, en 2025, la RSE a beaucoup fait parler d'elle, parfois positivement, parfois un peu moins positivement, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a bel et bien eu un avancement majeur, malgré finalement le backlash dont on parle de plus en plus. Mais on a eu une prise de conscience générale que la durabilité et le business vont de pair. Le recul réglementaire, finalement, n'a pas réellement fait fléchir les entreprises, mais finalement va pousser la RSE vers l'action. Et une action qui doit permettre d'apporter de la robustesse, de la résilience et qui doit créer de la valeur pour l'entreprise. Et on a dernièrement Hélène Valade, qui
qui l'a mentionné comme tel en disant que finalement la RSE aujourd'hui, elle doit être ancrée dans le réel et dans le business. Et c'est véritablement là-dessus aujourd'hui qu'on travaille de plus en plus avec les entreprises. En 2026, véritablement, la RSE passe à l'action. On a aujourd'hui un coût de l'inaction climatique qui est estimé à 15 points de PIB d'ici 2050, euh, contre finalement 1,2 points pour la transition écologique. Donc on a vraiment un enjeu économique derrière ces enjeux de transition et on a des études récentes. On avait peu d'études, mais on a une étude récente du mouvement Impact France qui indique que finalement les entreprises les plus engagées, c'est aussi celles qui performent le mieux, que ce soit d'un point de vue chiffre d'affaires, mais aussi EBITDA. Donc, on a véritablement une corrélation entre la capacité des entreprises à adopter ce changement, à prendre une posture d'évolution et d'accompagnement du changement, et celles qui finalement vont rester sur les modèles plus vieux, mais qui ne vont pas forcément travailler leur pérennisation dans le temps. Donc aujourd'hui, finalement, la résilience économique et opérationnelle des entreprises passe aussi par l'intégration de ces évolutions et la prise en compte de ces nouveaux enjeux. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, au-delà d'une stratégie RSE globale, on a besoin d'intégrer dans toutes les fonctions, d'opérationnaliser, d'intégrer la RSE dans toutes les fonctions et de décentraliser finalement la mesure d'impact et la RSE dans chacun des métiers. Donc, on a les métiers de la finance, les achats, le produit, l'innovation. Finalement, tous les métiers de l'entreprise sont concernés à leur niveau. Si on commence finalement par la première partie, comment finalement on opérationnalise et comment on intègre stratégiquement la RSE dans l'entreprise. Ce qu'on se rend compte, c'est que pour passer de la stratégie, de la définition de la stratégie et des objectifs, même quand ils sont définis par chaque métier, avec les métiers, pardon, quand on veut passer de cette stratégie au reporting, ben finalement, il y a des étapes intermédiaires à prendre en compte. On ne passe pas directement d'une stratégie à un reporting sans qu'il y ait un déploiement opérationnel. Et ce déploiement opérationnel, eh bien, il va passer par un premier élément qui va être la définition des principes structurants. La définition des principes structurants, vous ne voyez pas la même chose que moi. La définition des principes structurants, c'est finalement toutes les questions qu'on doit se poser, auxquelles on doit réfléchir au départ pour éviter les premiers écueils. Là-dessus, on a finalement des questions en termes d'intégration de la RSE dans les métiers. Est-ce que la RSE fait partie intégrante des métiers? Est-ce qu'on a une intégration fonctionnelle dans les métiers et dans les processus? On va également se poser la question de l'alignement stratégique. Finalement, quel est le degré de prise en compte de la durabilité dans les décisions stratégiques de l'entreprise? Est-ce que la RSE vient influencer toutes les décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise? Alors, on n'est globalement pas dans des réponses oui-non. On a forcément une gradation dans les entreprises et on va y aller petit à petit pour intégrer justement la RSE et on peut se positionner à différents niveaux en fonction de sa maturité. Et le troisième point essentiel dans ces principes structurants à établir au démarrage, c'est de se poser aussi les questions des rôles et des responsabilités. Ici, on vous a repris quelques questions qu'on peut se poser en amont avec l'ensemble des directions et des métiers. C'est finalement qui définit les objectifs de durabilité, qui est responsable de l'exécution de leur mission, qui mobilise des ressources financières, humaines. Et finalement, une des questions qu'on vous a mis en gras ici, qui est assez clé, ça va être qui gère les conflits d'objectifs. Aujourd'hui, ce qu'on voit principalement, les retours que nous font les entreprises, c'est oui, la RSE vient en plus, mais on a d'autres objectifs qui émanent parfois des directions, des objectifs économiques, et comment finalement on vient arbitrer entre ces objectifs. Là aussi, l'idée, ce n'est pas de dire les objectifs RSE ou les objectifs économiques sont prioritaires l'un sur l'autre, mais finalement, à qui on vient adresser cet arbitrage ou ce questionnement entre deux sets d'objectifs qui peuvent parfois pas aller immédiatement de pair. Je ne sais pas si Rémi, tu veux nous dire un mot sur l'importance de ces principes structurants. Bah, si je devais prendre une jolie métaphore, ce serait cette base-là, c'est le terreau en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire grandir comme arbre ou comme vision ou comme opérationnellement, qu'est-ce que votre entreprise elle porte comme mission? Ben, il faut un bon terreau.
je dirais que si des choses, enfin, sur ces sujets-là qui sont assez complexes et suffisamment à enjeu, entre guillemets, le flou, c'est pas notre allié le plus méritant, on va dire. Si ces questions-là sont trop floues, il y aura beaucoup de mises en opérationnel qui se feront pas, tout simplement, parce que bah, ce sera les enjeux opérationnels du quotidien qui prendront le pas. Donc c'est important comme terreau. Tout à fait. Et donc, en effet, c'est vraiment un terreau, comme le dit Rémi, c'est la base, un socle commun qui doit être posé ou en tout cas qui doit être questionné au préalable avant d'aller déployer dans les métiers. Donc, c'est pour ça qu'on le met véritablement sur l'étape post-stratégie objectif, c'est poser un socle commun entre tous les métiers. Ça peut être porté par une direction RSE, ça peut être porté par la direction générale, mais ça doit dans tous les cas être discuté pour que ces questions-là n'arrivent pas finalement au moment du déploiement, métier par métier, parce que vous le verrez finalement, sinon vous retrouverez ces mêmes questions qui vont revenir de tout un chacun. Donc si on rentre ensuite sur l'étape suivante, qui est de dire comment on décentralise et qu'on intègre cette durabilité dans les métiers, une fois qu'on a posé ces principes structurants, et en fait, on a une première étape qui va être de se dire comment chaque métier prend en main cette durabilité, comment elle doit faire évoluer son fonctionnement. Et c'est là-dessus qu'on va venir se concentrer sur les prochaines minutes, c'est quelle est l'évolution que doivent prendre les métiers, comment elles s'engagent finalement par rapport à la feuille de route RSE d'une entreprise. Et vous allez voir, il y a un certain nombre de sujets qu'elle doit adresser d'un point de vue sens, d'un point de vue organisation, d'un point de vue outils, données, mais aussi d'un point de vue humain, compétences, processus. Donc, on rentrera dans le détail, mais véritablement, chaque métier doit se poser la question de comment elle prend en main ce qui lui revient de la feuille de route RSE globale de l'entreprise et pour ensuite être en capacité de mettre en place un plan d'action métier, une priorisation des moyens à allouer et véritablement de mettre en œuvre le déploiement et l'exécution de cette feuille de route au niveau métier. Donc, au préalable, un autre travail qui est important à faire, c'est de se dire finalement par rapport à la feuille de route globale de l'entreprise, quelle est la contribution de chacun des métiers à la stratégie de l'entreprise. Et là, on vous illustre par un exemple un petit peu comment on peut venir dispatcher tous les objectifs globaux d'une entreprise sur des processus, sur des départements. Parce que véritablement, on va avoir certains métiers, certains départements qui vont contribuer à améliorer les impacts opérationnels ou les impacts liés aux produits, aux services développés par l'entreprise. Et donc, on a ce besoin finalement de venir distinguer qui contribue à quel objectif dans l'entreprise. Et donc, on va distinguer généralement tout ce qui est impact opérationnel, donc lié à la réalisation des activités. Et globalement, dans une entreprise, on va aussi distinguer la contribution des services généraux qui vont s'occuper finalement des infrastructures communes à tous, par exemple, une direction innovation qui, elle, va regarder véritablement sur le produit qui est mis sur le marché, le service qui est mis sur le marché, comment elle vient améliorer finalement l'empreinte de ce produit, de ce service mis sur le marché. Et donc, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur justement les départements produits, R&D, innovation, comment ils viennent améliorer leur performance. Donc, si on rentre dans le détail sur quels sont qu'est-ce que doit savoir faire finalement une direction R&D innovation et comment elle doit évoluer pour intégrer la durabilité. C'est l'exemple qu'on va vous prendre en fil rouge aujourd'hui avec Rémi et on va s'attaquer plus spécifiquement à comment mettre en place une démarche d'éco-conception. Donc, on a un certain nombre de questions que chaque département va se poser et donc nous, on va vous l'illustrer aujourd'hui avec ce département cette approche éco-conception. Donc, tous les départements, finalement, doivent se poser la question du sens, de l'objectif, des rôles, des règles, des décisions, des compétences disponibles, des infrastructures, des données, des outils à utiliser, et puis des activités potentiellement nouvelles à réaliser. Et lors de la préparation de ce webinaire avec Rémi, on a beaucoup échangé sur le fait que en éco-conception, finalement, l'impact vient s'ajouter au triangle d'or, qualité, coût, délai. Mais tu me disais, Rémi, que finalement, l'éco-conception, c'est une révolution presque aussi importante que l'arrivée de la CAO. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Je vais faire beaucoup de métaphores ou du moins de comparaisons, Vas-y. mais effectivement, vous avez déjà des équipes opérationnelles qui sont là et qui savent faire le travail, entre guillemets. Là, c'est un nouveau paramètre qui vient s'ajouter, entre guillemets, au triangle d'or, comme le vient de le redire Anne-Laure. Et effectivement, vous avez au sein même de votre opérationnel, avec peut-être des fonctions transverses, enfin, toute une organisation qui vient gérer le sujet qualité, délai, coût. Il n'y a pas monsieur coût, ni monsieur délai, ni monsieur qualité. C'est un ensemble qui fait le... Donc avoir un monsieur impact ou une madame impact, bah déjà, c'est une erreur. Il ne faut pas la sortir de cet opérationnel. Il faut faire avec plutôt que contre, hein, généralement. Ça Mm. marche toujours mieux. Et effectivement, si on prend l'exemple de la CAO, il faut bien imaginer Albert, je prends un prénom arbitrairement, je n'ai rien contre les Albert, mais qui était sur sa feuille à dessin pour dessiner un Concorde à l'époque. Ça allait très bien, ça avait ses enjeux, son opérationnel, etc. Et vient la révolution de la conception assistée par ordinateur. Alors Albert, il est très bon dans son métier. Par contre, il doit se transformer vis-à-vis de ce qui arrive. Parce que ça va améliorer les qualités, ça va améliorer le coût, ça va améliorer le délai et ça va apporter une révolution d'efficience presque dans et notre manière de concevoir. Et donc l'éco-conception, si on met un nouveau mot devant, un petit peu comme conception assistée par ordinateur, où il y a des mots après, c'est que c'est suffisamment structurant pour qu'on ait transformé le mot. Le métier ne change pas, on va toujours concevoir et les designers, ils sont toujours aussi compétents, mais il y a des nouveaux paramètres à prendre en compte et à transformer opérationnellement ces personnes dans leur propre poste. Et ça s'applique aussi aux acheteurs, etc., etc. Voilà. Si on vient l'illustrer justement question par question, donc on a ce premier pilier sur la partie mission, sens et objectif. Et en termes de sens et objectif, la différence finalement entre une R&D traditionnelle et une R&D durable, c'est véritablement l'objectif qu'on se fixe et le questionnement qu'on met en place qui va différer. Pour accompagner ce changement, l'un des enjeux dans le contexte actuel et en fonction de l'appétence des équipes, c'est de réussir à s'approprier ce qui peut être perçu comme une contrainte, hein, c'est ce que tu me disais, Rémi, et de transformer cette contrainte en Oui. opportunité. Mais là, on le voit, on vous l'illustre, globalement, voilà, on faut se poser, se questionner sur les besoins et les offres, dans quelle mesure on vient favoriser une innovation au service de la transition écologique, comment on vient définir, redéfinir les futurs souhaitables, intégrer cet impact en social, environnemental dans la conception des produits, sans compromettre bien évidemment la rentabilité, mais on vient vraiment faire avec cette nouvelle composante. Et toi, tu insistais, Rémi, aussi, je crois, sur la désirabilité finalement. Est-ce que tu veux nous en Exactement. dire un mot? Euh, alors d'un point de vue durabilité, déjà tout simple, quand on tient à quelque chose, généralement on en prend soin, et donc de par naissance, ou de moins de par nature, ça va être durable. Vous avez touché quelque chose à la maison, j'imagine un objet ou quelque chose de la vie courante, donc vous essayez de prendre soin, en tout cas, et donc il devient durable, paradoxalement. Après, dans ces visions-là, ce qu'on pourrait rajouter dans une certaine mesure, c'est que l'appropriation de la contrainte, elle peut se faire sur plein de niveaux. À ce niveau-là, par exemple, tout ce qui est innovation, la durabilité, c'est une fontaine de, je dirais pas de jouvence, mais il y a plein de choses à aller travailler et parfois même révolutionner votre produit, votre service, la façon de le vendre. Enfin, il y a plein de choses à innover là-dedans. Et je dirais même que la contrainte, sur un autre paramètre du triangle d'or dont on discutait tout à l'heure, peut venir alimenter votre durabilité. Je prends un exemple récent, on se confronte à des tarifs douaniers suivant l'origine de telle ou telle matière. Bah, c'est une formidable opportunité. Alors certes, c'est une contrainte d'un point de vue budget ou du moins coût, si on prend le mot-clé. Par contre, d'un point de vue durabilité, on peut venir alimenter tout ça. Ça veut dire que maintenant, on va savoir d'où vient notre matière, on va pouvoir le choisir, on va pouvoir travailler là-dessus. Et ça vient s'auto-alimenter opérationnellement parlant. Et donc, dans un département, ben voilà, c'est important de se dire quel est le travail qu'on met en œuvre et pourquoi on le met en œuvre. C'est pas pareil, finalement, de faire de la R&D dans une logique coût-qualité-délai que dans une logique durabilité coût-qualité-délai. Et c'est vraiment ça le message à pouvoir faire passer de manière assez succincte aux collaborateurs, c'est
quel est le sens du travail, de leur fonction pour intégrer finalement ces nouveaux paramètres. Donc c'est pour ça qu'on se dit véritablement, au-delà de répondre à des besoins, c'est finalement quel type de besoin, à quel type de besoin on veut répondre. Et ça, c'est important, c'est un message important au préalable à faire passer aux équipes, quelle est l'orientation qu'ils doivent donner à leur réflexion, à leur recherche, à leur travail. Donc ça, c'est un des piliers qui est important à poser au départ pour intégrer la durabilité dans chaque métier. L'autre point, c'est de se dire, l'autre point, c'est finalement sur la partie rôle, responsabilité, forcément, il y a des nouveaux rôles et des responsabilités qui se mettent en place. Alors, on rajoute des mots avant, après, on rajoute éco devant conception, on rajoute durable à la fin de chacun des métiers, mais on n'est pas juste en train de rajouter des préfixes ou des suffixes, on a véritablement des responsabilités associées. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le directeur R&D durable, il doit forcément répondre aux objectifs que se fixe l'entreprise, y compris les objectifs de durabilité. Donc, parce qu'on a des nouveaux objectifs, parce qu'on a des nouveaux projets qui émergent, on a des nouveaux rôles et des nouvelles responsabilités qui vont avec. D'un point de vue humain, d'un point de vue compétences aussi, on a des nouvelles expertises à intégrer dans les équipes en fonction des secteurs. Et toi, tu me disais, Rémi, que ce n'est pas uniquement les experts qui rendent les choses opérationnelles, mais que chacun doit se sentir légitime et accompagné pour se transformer. Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, c'est globalement, si vous souhaitez lancer, en tout cas dans cette magnifique aventure de la durabilité, c'est pas en prenant un expert ACV et en le mettant dans son coin à faire des choses que ça va révolutionner quoi que ce soit. L'ACV est un superbe outil, mais même d'ores et déjà dans votre entreprise, il y a des choses qui font sens à faire, qui sont évidentes. L'ACV, elle va juste vous le confirmer en fait. Donc on va passer beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour confirmer des choses qui sont évidentes. Et ces choses évidentes, c'est votre opérationnel qui la maîtrise et qui la connaît aujourd'hui. Donc effectivement, faut garder, faut toute raison garder et transformer les individus. Le piège de l'expert, il peut vite arriver. Et je dirais qu'au niveau de la ressource, si on devait évoquer une notion de ressource là-dessus, on va dire ça va nous coûter cher, etc. Alors peut-être, dans un premier temps, comme tout apprentissage, ça va prendre du temps en fait. Et c'est cette ressource-là qui est la plus importante finalement. C'est laisser du temps à vos équipes en fait sur ces sujets-là. Parce que comme c'est pas de l'opérationnel pour l'instant, ou du moins ça va le devenir, au début ça va balbutier, enfin, il va y avoir les balbutiements, vous avez peut-être des enfants ou autres, c'est pas mon cas, mais j'imagine que votre enfant, il n'a pas marché d'un coup d'un seul comme ça, il est tombé un petit peu, il a pas couru non plus tout de suite, donc ça n'a pas été opérationnel très 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 rapidement, mais il a fallu passer cette étape, c'est une étape qui est indispensable. Donc oui, les experts, c'est intéressant, mais bon, Ce qui va être ça fait pas tout. intéressant, c'est finalement d'avoir en tête les nouvelles compétences, les nouvelles expertises à développer et de voir en effet, est-ce qu'on les développe en interne, est-ce qu'on les intègre et qu'elles arrivent de l'externe et comment finalement on vient travailler tout ça ensemble. C'est-à-dire que l'équipe peut se développer en termes de nombre de personnes ou en termes d'expertise. Ce qui est intéressant, c'est de poser au départ quelles sont les nouvelles expertises par rapport à votre secteur d'activité, par rapport aux personnes en présence, qu'est-ce qui doit être développé et comment on les développe. Est-ce que c'est de la formation, comme je disais, ou est-ce qu'on intègre de nouvelles personnes? Le tout étant de conserver une certaine cohérence dans l'équipe. Et comme on a identifié au départ cette nouvelle mission, ces nouveaux objectifs, finalement, comment on arrive à venir articuler toutes ces expertises pour qu'elles fonctionnent ensemble dans un but intégré et commun. Donc ça, c'est véritablement clé. Et donc voilà, dans les nouvelles expertises, on a la partie design circulaire, on a la chimie verte, on a le reverse logistique, on a la partie sociologique aussi, réflexion sociologique qui peut être importante en fonction des secteurs d'activité. Donc tout ça, c'est vraiment important de les identifier au départ, avant juste de se dire, voilà, on a un nouveau KPI sur lequel il faut qu'on réponde en tant qu'éco-concepteur.
Si on part sur la partie outils et données et logiciels, infrastructures, là aussi, il faut se poser la question de quels sont les outils dont je vais avoir besoin, les nouveaux outils, les nouvelles données qu'il va falloir que je vienne agréger. Donc aujourd'hui, on a en effet sur ces données environnementales, on a des outils d'éco-conception, des logiciels comme CIMAPRO, OpenLCA qui peuvent être utiles. Là aussi, Rémi, tu vois, tu disais que voilà, faut les utiliser à bon escient, mais ça peut permettre, ce sont finalement des nouveaux outils à disposition des concepteurs pour finalement travailler sur cette nouvelle donnée. Parce que peut-être qu'en effet, toutes les ACV ne sont pas nécessaires, mais c'est important quand même d'avoir une idée globale de l'empreinte environnementale d'un produit. Tout à fait, oui. Après, si je parle de Nicomatic aujourd'hui, on a fait l'exercice. Ne serait-ce que pour se rendre compte des enjeux de données, des informations nécessaires, etc., à collecter. Alors, c'est quelque chose où il faut prendre le temps, etc., hein. C'est pas quelque chose qui est facile aussi non plus. Et donc voilà, il y a tous ces éléments-là et tous ces nouveaux outils qu'il faut utiliser à la fois au bon moment et défricher, encore une fois, en amont pour dire OK, bah, cet outil-là, il va nous servir parce que en fait, notre objectif, c'est celui-ci. Si vos clients attendent, je sais pas moi, des kilogrammes CO2 sur chacun de vos produits, effectivement, ça passera par une ACV. Et parce que bah, c'était demandé par des normes, j'imagine, et je parle un peu du bâtiment par exemple, là où c'est quelque chose qui est souhaité pour avoir une jolie table à la fin, voilà l'impact carbone de mon bâtiment. Mais voilà. Donc voilà, en effet, c'est en fonction des besoins, en fonction du métier, il faut se rendre compte pour répondre à des KPI qui peuvent être demandés par une direction RSE, par des parties prenantes externes, quelles sont finalement les nouvelles données à consolider, quels sont les nouveaux outils à mettre en place. Ça, c'est véritablement chaque département, chaque métier, chaque capacité qui doit se poser ces questions-là pour pouvoir répondre finalement à ces nouvelles exigences. Ça va pas c'est pas forcément des données qui existent déjà dans l'entreprise et qui vont tomber du ciel. Et Je rajoute sentez-vous un mot. aussi pertinent à créer vos propres outils? Vos enjeux, c'est pas les mêmes enjeux que votre voisin. Qu'une ACV, c'est bien, c'est générique, c'est ISO, c'est super. Mais en même temps, ça permet pas de comparer les choses des fois. C'est limité sur les hypothèses, c'est limité sur la typologie de produit, typologie d'usage, enfin, plein d'hypothèses trucs qui ont été choisis. Donc, soit sentez-vous libre aussi de créer votre propre, par exemple, revue critique d'éco-conception. Nos enjeux en tant qu'entreprise, c'est cela. On va les regarder comme ça. Et ça vous donnera une première image, une première vision. Tout à fait. Après, il faut vraiment s'adapter aussi aux attentes des parties prenantes et en fonction, en effet, de trouver la meilleure combinaison entre ce qui vous est utile pour travailler au quotidien et ce qui vous est utile aussi pour répondre à ces attentes externes. Donc là, voilà, il y a des arbitrages parfois à faire et c'est intéressant d'avoir, en effet, de bien comprendre aussi quand vous avez une demande dans un département. R&D, innovation, achat, quand vous avez une demande qui vous est faite d'un point de vue ESG, c'est de comprendre finalement les tenants et les aboutissants, et même quand elles arrivent d'un client vis-à-vis d'un fournisseur, d'un prestataire, de comprendre quel est le réel besoin derrière cette demande pour pouvoir mettre en place les meilleurs outils pour y répondre. Oui, et puis Donc quand il y a besoin, on aimerait que ce pardon? soit systémique tout de suite, que Oui, ce soit comme la qualité transverse, tout le monde fait de la qualité à plein de niveaux. Mais ça se fera pas d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire, c'est encore moi, mais que avant de vouloir systémiser quelque chose, il faut que ce soit systématique. Sinon, ça Mm, sert à rien. Opérationnellement parlant, vous n'allez pas mettre une énorme usine à gaz pour quelque chose qui ne vous rapporte rien, je sais pas, au niveau business ou au niveau opérationnel. Ça n'aurait pas de sens. Bah là, c'est pareil. tout à fait. Et le dernier point qu'on voulait faire valoir aussi, donc c'est sur cette dernière brique sur la roue que je vous présentais au départ, c'est toute cette partie processus et activités à réaliser. Et là aussi, l'idée, c'est de se poser la question, quels sont les nouveaux processus, comment doivent évoluer mes processus actuels? Est-ce qu'il y a de nouvelles activités à réaliser au sein de mon département, au sein de mon métier?
aussi quelles sont les interactions avec d'autres départements. Donc ça, c'est important de se poser la question. Et dans l'exemple sur la partie R&D innovation, bah, on voit bien en effet, on est plutôt sur répondre à l'usage et éco-concevoir. Bah, c'est véritablement une nouvelle activité en tant que telle, à intégrer le cycle de vie dès la phase de design pour mesurer l'impact. C'est vraiment des activités qu'on ne faisait pas avant. Décarboner la production aussi, ça c'est une vraie activité sur laquelle il faut se pencher. Et puis, on a beaucoup parlé aussi, Rémi, de cette nouvelle activité qui est la coopétition. Est-ce que Mhm. tu veux nous en dire un mot? Et Mhm. finalement, en quoi c'est nouveau et qu'est-ce que ça peut apporter? Bah, aujourd'hui, les activités opérationnelles d'une entreprise, ce sera toujours, ou classiquement, travailler avec des fournisseurs, travailler pour ses clients ou avec ses clients, ça dépend comment on se positionne sur cette chaîne de valeur. Et paradoxalement, comme on le disait tout à l'heure, le champ des opportunités s'ouvre avec la partie durabilité, dans le sens où vous partagez des enjeux avec d'autres personnes qui sont tout bêtement vos concurrents. Et donc on peut se sentir un petit peu tout seul et on peut se sentir sans ressources. Mais au final, on peut s'entraider avec quelqu'un qu'on côtoie, entre guillemets, dans l'opérationnel, pas forcément sur les mêmes notions de coopération, mais qui pourrait, en fait, ensemble, aller plus vite, plus loin, entre guillemets. C'est la possibilité, en tout cas, qui s'offre avec la partie durabilité, partage d'enjeux, envie de coopérer, et on peut avancer et innover ensemble, complètement. Absolument. Et ça, c'est quand même un petit peu nouveau. C'est vrai que initialement, on était plutôt sur des études, de la prospective, de la réflexion interne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une dynamique de faire avancer plus rapidement Mm. le travail en filière, notamment. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, on va travailler parfois aussi avec des clients, des fournisseurs, voir comment on innove communément et en effet aussi avec des concurrents pour faire évoluer les standards d'un marché. C'est vrai que parfois, on peut être bloqué parce que voilà, les standards, le régulateur a mis en place un certain cadre lié finalement à une ancienne manière de faire une activité. Et c'est important aussi de parfois travailler avec des pairs pour pouvoir faire évoluer ce cadre et avancer plus rapidement. Euh, donc voilà un petit peu ce sur quoi on voulait attirer votre attention aujourd'hui, et notamment comment on vient donc, déployer cette durabilité au sein d'un département. Donc si on reprend, voilà, on a ces 5 piliers sur lesquels tous les métiers peuvent travailler. Donc dans l'exemple d'aujourd'hui, c'était vraiment sur la partie R&D innovation. Donc, le sens, l'objectif, les rôles, les responsabilités, les compétences, les outils, les activités à réaliser. Ce sont finalement toutes les questions que chaque département, chaque métier doit se poser quand il reçoit finalement euh, une nouvelle feuille de route ou des nouveaux objectifs de la part d'une direction RSE ou de parties prenantes externes. Je vais regarder du coup les questions qu'on a. Je ne sais pas si Fanny, Loane, vous avez noté des questions spécifiques, euh, Plutôt des réactions. plutôt des réactions. Ok. Il y avait quand même une réaction de Corinne sur finalement la place du client dans les réflexions et à quel moment dans le processus commercial ou dans les principes structurants était le client. Le client. Alors, c'est vrai que on a beaucoup parlé des parties prenantes et les clients sont une partie prenante clé. Il y a un vrai besoin finalement aujourd'hui d'arbitrer dans les entreprises. Moi, j'ai assisté avec Rémi à un atelier que faisait Rémi en interne sur l'éco-conception et puis finalement euh, les différents effets rebonds qu'on peut avoir à se concentrer sur un paramètre, une empreinte en particulier, si on prend que le carbone ou que l'empreinte sur l'eau, etc. Et finalement, comment on vient arbitrer entre toutes ces injonctions ou ces besoins finalement de mieux faire. C'est vrai que le client, ça peut être un vecteur de décision, comprendre les attentes du client, comprendre les attentes du marché pour Mhm. démarrer finalement sur un vecteur dans un premier lieu, tout en faisant attention évidemment qu'on n'ait pas un effet rebond trop important. C'était tout le point aussi
dans un référentiel plus large qui était les ODD, c'était de dire comment on améliore sur les 17 objectifs du développement durable, on améliore chaque objectif sans avoir un effet rebond trop important ou trop négatif sur les autres. Donc l'idée, c'est d'améliorer au global d'un point de vue sociétal et planétaire. Je ne sais pas si Rémi, toi, tu as un Bah, je retour dirais, sur je dirais que le l'importance du client, client. il peut être le garant de l'usage. L'usage est important de savoir comment au final le produit est utilisé par son client. Ça peut être son sponsor aussi. Il peut être aussi sponsor des démarches que vous avez engagées ou non dans votre entreprise en disant, OK, nous on croit à votre futur produit. Et effectivement, ça c'est tous des signaux qui peuvent être parfois faibles ou non, que euh, le processus commercial, il connaît bien le triangle d'or aussi. Les qualités, les délais, les coûts, c'est au quotidien, c'est pas eux qui sont le garant de tout ça. Mais pareil sur la durabilité, au final, mon client, il veut quoi concrètement en tant qu'usage? Il va utiliser ça comment en fait? Et donc oui, oui, le processus commercial, il est essentiel de par le fait qu'il est dans l'opérationnel. Donc Mm, si on mm. veut rendre la notion de durabilité opérationnelle, ça fait partie des personnes à impliquer très largement. Complètement. Et puis, on a un autre cas particulier aussi, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on a des clients qui, d'un point de vue, par exemple, carbone, vont réfléchir à la décarbonation aujourd'hui de leur scope 3. Finalement, on a tout un travail qui est mis en place auprès des fournisseurs pour les accompagner dans la décarbonation. Donc, forcément, vous allez recevoir aussi de la part de vos clients de nouveaux besoins d'apporter des preuves de décarbonation. Et donc, c'est là où il va falloir être bien, d'avoir bien en tête finalement quelle est la future feuille de route de vos clients, quelles sont les futures clauses dans les cahiers des charges qui vont vous être demandées. Et ça, elles vont venir de discussions, de dialogues que vous pouvez mettre en place avec vos clients pour mieux comprendre leurs attentes d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et c'est très important finalement d'anticiper. On garde souvent un œil sur les réglementations et on se dit parfois, bon, cette réglementation, elle ne me concerne pas, le seuil, il est au-dessus de ce que je suis moi, mais regardez véritablement dans quelle mesure elle incombe à vos clients. Et si cette réglementation s'applique à vos clients, c'est vraiment important d'anticiper qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous. Parce que finalement, les clients, les plus grands acteurs sur le marché aujourd'hui, sont concernés par des réglementations comme la CSRD, des réglementations comme euh, toutes les réglementations finalement européennes, la décarbonation notamment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises-là? Elles reportent finalement un certain nombre de leurs objectifs sur leurs sous-traitants, puisque leur seul moyen pour eux de répondre aux attentes des réglementations, c'est d'aller questionner leur chaîne, leur scope 3 et donc leur chaîne de valeur. Donc voilà, parfois on n'est pas soumis directement, mais on se retrouve à devoir répondre à des injonctions qu'on n'attendait pas. C'est important Si, d'anticiper. si on reprend maintenant les 4 piliers de tout à l'heure, cette notion avec vos clients, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui est différenciant? Pourquoi vos clients ils vous choisissent vous? Peut-être c'est des notions de qualité, peut-être c'est des notions de délai principalement, peut-être c'est des notions de coût. Et demain, ce sera peut-être des notions durables, en fait, tout simplement. C'est qu'est-ce qui vous différencie, en fait, aussi. Ça peut être un très bon levier aussi, ce niveau-là. Et on a une question de Gwendoline Edmond qui demande également, arrivez-vous à prendre en compte et à mesurer les impacts biodiversité, pas seulement carbone, et à sortir une stratégie formelle? Et comment est reçu ce sujet dans les entreprises industrielles? Est-ce que tu veux discuter Oui, sur ce avec sujet? plaisir. J'aime bien cette question. On l'oublie souvent, la biodiversité. Moi, je m'y attache beaucoup. C'est pas facile. Je dirais pas que c'est le truc le plus simple. On va dire que le carbone, ça touche le cœur d'activité et l'opérationnel. Une entreprise industrielle, alors, ça dépend des industries, encore une fois, son impact sur la biodiversité, il est réel, mais opérationnellement, il n'y a pas cette interaction directe avec cette biodiversité, donc c'est difficile de ne serait-ce que comprendre ce qui peut se passer, ou les processus, ou même la nature en général. Après, alors, je prends l'exemple de Nicomatic là, c'est vraiment une discussion ouverte. Comment faire comprendre aux gens que la nature est importante? Ben déjà, votre industrie, elle a un site.
quelque chose de physique dans la nature. Et c'est ça le premier touch point, si on pourrait dire. Et ben faites que votre site il soit fructueux de biodiversité et vous allez commencer à avoir ce processus qui va peu à peu, entre guillemets, infiltrer votre opérationnel. Parce que finalement, vous êtes un site opérationnel au sein de la nature et donc l'impact biodiversité, etc., etc. Et les questions vont venir d'elles-mêmes. Donc là, c'est plus sur la partie, on va dire, presque pédagogique. Ah, on est des humains et on est très très fort pour s'être coupé de la nature dans une certaine mesure alors qu'on en fait partie. Donc déjà, ça, c'est une première approche au lieu de partir sur une ACV tout de suite, à savoir est-ce que mon connecteur, je sais pas, fait du mal aux orang-outans. Je, c'est trop loin encore. Commencez petit à petit, déjà. Et le questionnement autour de la biodiversité, c'est en effet la partie impact et la partie dépendance. Et ça, c'est un vrai travail qui va être de plus en plus pris en main aussi dans les entreprises. C'est venir se questionner sur à la fois mes impacts, mais aussi de quelle mesure je dépends de cette biodiversité pour réaliser mes activités. On parle souvent de la ressource en eau. Celle-ci, on commence véritablement à prendre conscience dans quelle mesure elle est nécessaire aux entreprises et aux processus notamment industriels, mais c'est vrai que même en termes de matières premières, c'est important aujourd'hui que les entreprises viennent se questionner sur leur dépendance, pas uniquement sur leur rang 1, mais bien au-delà finalement de quelles matières elles dépendent et comment finalement parfois elles peuvent aussi créer des boucles qui soient plus vertueuses sur lesquelles elles ne vont pas dépendre d'une ressource primaire, mais peut-être commencer à aller chercher de la ressource secondaire pour éviter pour sortir finalement de cette démarche extractive. Et ça va être aussi important à intégrer. Et là, on le voit bien, il y a une réflexion à avoir du côté R&D, du côté innovation. Donc, comment on vient intégrer cette nouvelle matière, de nouvelles matières ou potentiellement une matière secondaire. Puis on va avoir une réflexion à avoir aussi du côté des achats. Comment finalement on change aussi la logique d'approvisionnement qui était en place dans les entreprises. Et puis voilà, tout au long de la chaîne, c'est comment on va déplacer la matière pour qu'elle arrive sur site et comment on le fait de sorte à ce que ce soit potentiellement avec le moins d'impact aussi entre deux géographies. Donc, tout ça, c'est une réflexion qui est en train de se mettre en place. Et c'est là où je disais en préambule, c'est que la CSRD a quand même permis de mettre en place cette réflexion de j'ai un impact, mais j'ai aussi une certaine dépendance, ou en tout cas, l'environnement peut aussi avoir un impact sur moi. Donc, cette double matérialité, cette réflexion à deux niveaux, elle a au moins apporté voilà, un début de discussion sur certains de ces sujets. Mm, mm. Je dirais que les acheteurs, c'est le miroir de la partie processus commercial qu'on discutait tout à l'heure. C'est l'interface avec des parties prenantes. On avait les clients tout à l'heure, là on a les fournisseurs. C'est hyper important. Un Absolument. designer qui veut faire de l'éco-conception, s'il n'a pas le besoin client d'un commercial et qu'il n'a pas la main ou du moins la visibilité des parties prenantes, fournisseurs ou autres activités, il pourra faire toute l'éco-conception qu'il veut, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce n'est pas que l'affaire des concepteurs. L'éco-conception n'est pas que l'affaire des concepteurs. Ça aussi, c'est Absolument. un mot important. Mais là, ce qui est important à prendre en compte, c'est que voilà, quand on a un nouvel objectif de ce type, quand on veut poser ce nouveau type de questionnement, c'est de se dire, voilà, quel niveau dans l'entreprise, dans quel métier est concerné par cette réflexion. Et parfois, certains sujets, quand ils sont vraiment nouveaux, ils restent au niveau des directions RSE ou de la direction générale. Il y a un premier défrichage à faire. Et là aussi, on va retrouver finalement toutes les briques qu'on avait dans notre roue. C'est OK, on a cette mission, ce nouvel objectif de prendre en considération la biodiversité. Quelles compétences je vais avoir besoin pour réfléchir sur ce sujet? À quels experts je fais appel pour mieux comprendre ce sujet? Quels outils sur lesquels je peux m'appuyer pour aussi là évaluer ce sujet, mesurer ce sujet dans mon entreprise? Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent sur la biodiversité. Il y a des plateformes comme Encore. Il y a de nouvelles sources là. Dernièrement, la semaine dernière, il y a beaucoup de rapports qui ont été publiés. Il y a le rapport de l'IBES qui a été publié il y a 15 jours. Il y a le NAT40 qui a été publié la semaine dernière. Donc aujourd'hui, ce sujet de la biodiversité,
il existe. Et donc voilà, on a des nouvelles sources d'informations à ce sujet, on a des nouveaux outils pour se questionner, et puis probablement des nouvelles activités à mettre en œuvre pour venir justement réfléchir à ce sujet, l'intégrer dans certains des processus actuels de l'entreprise pour venir la rajouter comme un nouveau questionnement dans des séries de questionnements existants ou d'ajouter une nouvelle activité dans certains départements. Donc là aussi, voilà, on retrouve finalement nos 5 piliers chaque fois qu'on a un nouveau sujet à prendre en compte au niveau d'une entreprise et finalement de manière décentralisée au niveau de chaque métier. Donc ça, vous pouvez réutiliser finalement cet outil, cette méthode de réflexion un petit peu a priori sur tous les sujets que vous aurez à intégrer. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je crois qu'on a tout adressé. La durabilité n'exclut pas la vice-versa. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y avait un mot que tu souhaitais Alors, il y a Mohamed qui nous écrit également. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais, sur lesquels tu voulais qu'on insiste, Rémi, par rapport à la durabilité dans l'éco-conception? Je sais que tu aimes beaucoup le terme éco-design aussi. Oui, je le trouve mieux que éco-conception parce que c'est... Enfin, en anglais, le mot design englobe plus de choses. Donc, du coup, pour nos confrères de l'autre côté de la Manche, c'est beaucoup plus facile de se dire, oui, mais le design, ce n'est pas que l'affaire des designers. Parce qu'effectivement, pour un designer, c'est plus grand qu'un concepteur chez nous, entre guillemets, paradoxalement. Les mots ont leur importance. Je dirais que sur ces notions de transformation, alors on a vu transformation de différents processus, transformation de métier, ça prendra du temps. Donc, il faut se l'accorder. Ça aussi, ça fait partie du terreau de base. C'est de se dire, il nous faut du temps pour défricher tout ça et s'approprier tout ça et en faire une vraie valeur. Tout comme la valeur qualité, la valeur télé. Bref, on en a déjà parlé. Voilà. Absolument, ça prend du temps. Après, voilà, c'est là où il faut trouver le juste équilibre entre quel temps on s'octroie et comment on crée une certaine désirabilité aussi pour que les gens aillent approfondir ces sujets et voient l'intérêt de ce sujet dans leur métier. Et donc, c'est là où il y a un travail de recherche. Alors, c'est toi qui avais utilisé ce terme quand on préparait ce webinaire, Rémi, de gain mutuel. Finalement, qu'est-ce qu'on peut gagner d'un point de vue entreprise à aller sur ces nouveaux sujets? Et là, on peut parler même de gains purs économiques, business, puisque on le disait en début de webinaire, aujourd'hui, l'idée, c'est que la RSE soit véritablement ancrée dans le réel, dans le business. Mais il y a aussi quel est le gain individuel qu'on peut avoir à aller explorer un nouveau sujet. Moi, quand je suis arrivée sur ces sujets d'impact, il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, mais quand même, j'arrivais du digital et c'est vrai que c'était une véritable révolution. Mais c'est vrai qu'il y avait une appétence pour le digital. Aujourd'hui, sur la durabilité, on a du mal à créer cette appétence et pourtant, finalement, les sauts créatifs, ils arrivent aussi parfois de la contrainte. C'est comment on intègre cette contrainte pour créer une certaine créativité dans l'entreprise et comment on en tire finalement des opportunités plus que de se dire, bon, j'ai un nouveau KPI sur lequel reporter, j'ai une nouvelle contrainte à prendre en compte. Voilà, comment on vient créer aussi un élan finalement un peu positif autour de ces sujets-là et aussi dans l'innovation, puisque l'innovation, ce sont des sauts créatifs et la durabilité, finalement, c'est un petit caillou qui peut permettre aussi de rebondir et d'imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services avec une finalité peut-être plus intéressante sociétalement. C'est beau ce que tu dis. J'ai mes petites métaphores à moi. Mohamed, tu me disais, oui, alors, à quand une version de la RSE au cœur du service? Avec plaisir d'en parler. La RSE peut se mettre au cœur de tous les métiers, au cœur de toutes les fonctions. Donc, on pourra en discuter, si tu le souhaites, après ce webinaire de la déclinaison de la RSE au cœur du service. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et vos questionnements. Merci Rémi pour cette discussion très intéressante autour de
de la RSE au cœur du produit, au cœur de l'innovation. Merci Puis Anne-Laure. n'hésitez pas à nous contacter l'un et l'autre si vous avez des questions et des sujets que vous souhaitez approfondir. Bien Bonne, sûr. bonne fin de matinée à tous, bon appétit et à très bientôt.